Aujourd'hui, on va parler d'une des plus anciennes marques du secteur de l'audio professionnel. Elle existe depuis plus de 75 ans. Elle a été créée en 1945 par un monsieur qui a passé la main à son fils en 82, qui lui-même a passé la main à ses deux fils en 2013, et donc les deux petits-fils du fondateur. Si je vous dis HD25 ou encore MD421, ce sont peut-être des références que vous connaissez car elles ont marqué l'histoire de l'audio. Et donc aujourd'hui, on va parler de la célèbre marque Lab W. Bon, en fait, ça, c'était le premier nom de l'entreprise, hein. C'était l'abréviation de Laboratorium Vénébostel. Et derrière cette nouvelle entreprise se cache un trentenaire, un certain Dr Fritz Sennheiser, qui ne restera pas longtemps caché d'ailleurs, car il décide de renommer sa boîte plus tard en Sennheiser Electronic. Et on peut dire que Fritz ne perd pas de temps, car il fabrique son premier micro dès 1946 pour un mastodonte de l'industrie, une entreprise encore plus ancienne qui a fêté ses 175 ans et que vous connaissez forcément, Siemens. Oui, oui, la même marque, hein, qui fait des fours et des lave-linges, mais qui en réalité fait énormément de choses. C'est donc un bon début pour Fritz, mais il faut dire qu'il avait déjà commencé à construire des radios dès l'âge de 10 ans, donc ça aide un petit peu, hein. Et donc ce premier micro, Fritz le baptise DM1. DM pour Dynamic Microphone et 1 parce que c'est son premier, hein, tout simplement. Finalement, tout cela est assez logique. Un an après, Fritz lance son deuxième micro, mais cette fois-ci sous sa propre marque. Et là, à la surprise générale, il l'appelle DM2. Ouais, je sais, c'est incroyable. Le DM3 est surnommé le micro invisible, et le DM4 est un micro à compensation de bruit tellement résistant que la légende disait qu'on pouvait l'utiliser pour écraser des insectes, y compris ceux qui avaient rien demandé, hein. Mais ceux qui connaissent un peu la marque se posent peut-être une question. Pourquoi leur premier micro s'appelle DM1, DM2, alors que les références qu'on connaît tous s'appellent MD421, MD441, etc., etc. Eh bien, la réponse est très simple. Si DM sont les initiales de Dynamic Microphone, donc microphone dynamique, même si certains affirment que c'est pour Desired Microphone, donc le microphone désiré, moi j'y crois pas trop, eh bien DM, ce sont aussi les initiales de Deutschmark, la monnaie officielle de l'Allemagne de l'Ouest dès 1948, et ça pose un problème à Fritz qui n'aime pas la confusion. Il aime quand les choses sont claires et quand il y a un problème, il aime trouver une solution simple. Donc voilà, on inverse les lettres, DM devient MD, et voilà, faut pas aller chercher plus loin, hein. C'est pourquoi, dès 1953, on voit débarquer le MD21, le mythique micro de reportage utilisé par de nombreux journalistes. Et à partir de maintenant, attention Fritz, on ne l'arrête plus. C'est l'avalanche d'innovation avec en 1956 le lancement du MD82 qui est tout simplement le premier microphone canon du monde. Vous savez, les micros canons, c'est ceux qui servent à enregistrer des sources sonores de manière très ciblée, et dès les années 60, ils sortent leur premier micro sans fil à condensateur. Voilà, c'est pas pour rien que la marque reste associée à la technologie sans fil. Ils en font depuis super longtemps en fait. C'est à cette période-là que la marque présente son premier vrai best-seller, le fameux MD421 que vous connaissez sûrement car il est toujours au catalogue et toujours utilisé par de nombreux musiciens et ingénieurs du son, et ils viennent d'ailleurs de sortir une version plus petite que nous avons testée sur Audiofanzine, je vous mets le lien dans la description. En 1968, Sennheiser continue d'innover, mais du côté des casques cette fois-ci, avec le HD414, à ne pas confondre avec le C414 qui déjà n'est pas un produit Sennheiser, et en plus c'est même pas un casque, c'est un micro. Bref, ce HD414 est le premier casque ouvert de l'histoire, tout simplement, et en plus, c'est un best-seller. Le petit truc malin, ce sont les mousses qui sont interchangeables et disponibles dans plein de couleurs, et ça, c'est bien vu, surtout pour l'époque, hein. L'équipe commerciale de Sennheiser avait prévu d'en vendre environ 500 par an, sauf qu'en voyant l'engouement du public, ils se sont dit, en fait, va peut-être falloir en fabriquer 5000, et même là, ils étaient loin du compte, car ils en ont finalement vendu 50 000 la première année. Voilà, quand on fait un fois 100 par rapport aux prédictions, on peut dire qu'on est bien, hein, quand même. En 1974, ils sont déjà sur la spatialisation du son avec le MKE 2002 qui est un micro stéréo mais sous la forme d'une tête humaine artificielle, c'est-à-dire qu'ils ont pris un mannequin, ils lui ont mis un micro, boum, dans chacune de ses oreilles et ils ont enregistré des concerts comme ça, ce qui faisait que quand les gens réécoutaient l'enregistrement chez eux au casque, ils avaient vraiment l'impression d'être dans la salle. C'est ce qu'on appelle la captation binaurale, c'est un concept qui existait depuis longtemps déjà, mais ils étaient quand même sur le coup, car c'est à cette époque-là qu'on a vu débarquer les premiers enregistrements binauraux. C'est aussi dans les années 70 qu'ils créent leur premier système sans fil multicanal. En 1982, Fritz laisse son fils Jörg prendre les commandes de l'entreprise. À 70 ans, il prend une retraite bien méritée, sauf que le fiston,
il n'est pas là pour rigoler non plus, hein. Et dès 1988, la marque sort un casque que vous connaissez tous, surtout si vous êtes DJ, c'est le fameux HD25 qui se vend encore aujourd'hui par palette. Et il y a un petit lien avec la France car c'est à cette période que Sennheiser s'internationalise et la première filiale commerciale, elle est ouverte où? Je vous le donne en mille, en France. Et c'est amusant car le HD25 était vendu à la base comme étant la meilleure solution quand on voyage en Concorde, le fameux avion supersonique français. Bon, on a surtout vu qu'il a duré plus longtemps que le Concorde car le casque, lui, il est toujours là, hein. En 1991, on rentre dans l'ère de l'expansion et des acquisitions avec le rachat de Neumann, une autre marque mythique allemande qui pourrait elle aussi avoir une vidéo comme celle-là. Dites-moi dans les commentaires si ça vous branche. La production des fameux micros Neumann est intégrée à l'usine de Sennheiser et on peut dire que c'est un mariage qui dure car les deux marques sont toujours liées à l'heure actuelle. C'est aussi cette année-là que la marque décide de sortir le meilleur casque du monde. Ils mettent les petits plats dans les grands, ils ne font aucune concession technique. Il s'appelle l'Orpheus, il est électrostatique, il coûte une blinde évidemment et en 2015, ils sortent son successeur, le HE1 au prix de 69 000 euros. Ah bah oui, je vous avais prévenu, et c'est clairement le genre de produit qui est uniquement là pour le prestige, une façon de dire « c'est nous les meilleurs, qu'est-ce que tu vas faire toi, hein ?» On m'a quand même dit que ce casque a des fans dans le monde et qu'il y en a même certains qui en ont plusieurs à la maison. Eh ouais. En 98 et 99, c'est la série de micros Evolution et Evolution Wireless qui font leur début. C'est un franc succès car on peut en voir encore aujourd'hui sur toutes les scènes du monde. 25 ans après, c'est pas mal du tout quand même. En 2000, ils sortent leur premier micro à condensateur de studio numérique et comme avec Neumann ça se passe bien, ils se disent on a les casques, on a les micros, il nous faut des enceintes. Ils rachètent donc la marque Klein & Hummel, KH, voilà maintenant vous savez pourquoi les enceintes Neumann ont toutes des références qui commencent par KH. Les KH sont donc des enceintes plutôt haut de gamme et ce sont clairement des références dans le monde de l'audio pro. En 2008 et 2010, les deux fils de Jörg et donc les deux petits-fils de Fritz rejoignent l'entreprise et ils deviennent tous les deux co-CEO en 2013. Et vous savez quoi? J'ai eu la chance de pouvoir leur poser des questions, mais on termine avant la petite histoire de Sennheiser, ok? En 2009, ils sortent le HD 800 qui est encore vendu aujourd'hui et qui reste un casque de référence. Et en 2012, ils dévoilent le premier système sans fil, sans réduction de données. Ils forment aussi le Sennheiser Audio Labs à partir de la boîte Algorithmix qui est spécialisée dans les processeurs de signal numérique et ça va leur servir pour tous leurs produits dans le secteur de la conférence et du streaming avec notamment les micros plafonniers comme le Team Connect Ceiling qu'ils sortiront en 2017. En 2016, ils sortent Ambeo qui est leur technologie maison pour tout ce qui est audio immersif. Leurs produits les plus connus qui intègrent cette technologie, ce sont les barres de son qu'on place sous la télé. Ça permet d'envelopper l'auditeur sans pour autant avoir à placer des enceintes dans tous les coins de la pièce. Et enfin, en 2019, ils rachètent une majorité des parts de l'entreprise Dear Reality qui est spécialisée dans l'audio 3D et l'acoustique virtuelle. Ils bossent sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle dans le secteur des jeux vidéo, du sound design et de la musique. Ils ont notamment des plugins pour le mixage 3D. En 2021, ils revendent leur partie grand public à Sonova pour se concentrer sur l'audio pro. Donc voilà pour un petit résumé de la riche histoire de cette grande marque et comme je vous l'ai annoncé plus tôt dans la vidéo, j'ai eu la chance de m'entretenir quelques minutes avec les frères Sennheiser lors d'un événement organisé pour les 80 ans de l'entreprise. Je leur ai d'abord demandé comment l'histoire de la marque influence leur approche de l'innovation et voici leur réponse. Our strategy is building the future of audio since 1945. Yeah. And that strategy has always been the same. We've developed based on our understanding of what technology can bring to customers, but also in co-development with customers. So the first wireless microphones in 1957 were co-developed with the customer ZDF at the time. We co-developed a lot of product over the times with customers and sometimes also with some interesting coincidence like the HD25, which was never intended for DJs, but what was an in-flight entertainment product. And today this is much more systematic. So it's part of our development and innovation process, but the basic idea is the same. Je leur ai ensuite demandé comment c'était d'être une entreprise familiale dans une industrie aussi innovante et où les choses vont parfois très vite. We believe that if
you're in for the longer game, which we are, Yeah. then actually this is even supporting each other. So I think short-term thinking for financial maximum return is jeopardizing the long-term view. It jeopardizes customer relationships. So that's why I think they're actually not two sides of the same coin, but they're actually on the same side of the coin. Just on when we focus on the long game, really, a lot of the things that maybe initially don't seem to be very profitable, or there's not a viable business case behind, after a while it shows that it's actually been a good investment. And our immersive audio research that we've done since more than 25 years are now in so many products, the whole Ambio in the car. We didn't start it with a business case in mind. We more started it with the curiosity, how great sound could be if it was all immersive. And that's what a family business can do. Et justement, en parlant d'innovation, je me suis demandé comment ils envisageaient l'adoption de nouvelles technologies comme Ambeo au-delà de l'industrie musicale et du broadcast. As Andreas has just said, we're in this field since many, many years because of our curiosity, Yeah. and arguably already with binaural recording in the 70s with a dummy head. KU100 is a Neumann product, also developing binaural immersive solutions. Today, this is becoming more and more mainstream because people are interested less in channel-based audio, but immersive audio, because that's really how our natural hearing is happening. And that's how we connect to our emotions. And that's needed everywhere, whether it's in the car, whether it's in conferencing. We know that if we are able to space people in space during a virtual conference, you have less fatigue. But also then with all the new technologies coming up of virtual reality, augmented reality, which is kind of in a dip right now, I would say, from a market perspective. But I still believe that longer term, those are technologies which will become ubiquitous in our everyday lives. And their immersive audio is really important. Je leur ai aussi demandé s'ils avaient des pratiques durables au sein de l'entreprise. Probably the most sustainable strategy that we have had since ever was building products that hardly ever break. So that's we still make products from the 60s here. So the MD 421, the MD 21, 441. So a lot of legacy products, and also on the Neumann side, legacy products from the 50s and 60s are still in production right now. And they are still operating in the market. So the most sustainable way of producing is actually not throwing anything away once it's being produced. So that is our thinking. But of course, we also pick up some of the newer sustainability topics, such as CO2 reduction. We have solar panels on every roof here. 50% of the energy of our plant in Romania will be generated locally through solar panels. So we invest significantly there. And last but not least, one of the sustainability aspects of a sustainable company is also diversity, because we believe we just get to better solutions if we have a very diverse company structure. And with 55 nationalities globally and 35 nationalities just here at the headquarters, I think we're already a very diverse company. Je me suis aussi posé la question de comment ils faisaient pour s'assurer que le niveau de qualité restait le même sur toute leur gamme de produits malgré leur expansion. Well, we have a large global footprint when it comes to sales and service. Our production is very much localized here in Germany and in Romania. We have two sites which are exactly to the same quality standards. They have different ways of operating. We have here in Germany, we have more the absolute high-tech manufacturing, the automation, where it doesn't really matter whether a machine is standing in Germany, in Romania, or in China. It's always the same. In Romania, we take advantage of the lower labor cost, but the quality is still a Sennheiser quality, and it's our own factory. So especially also during the pandemic, because we have such a large portion of the supply chain that we have in our own hands, we had no problems with product availability, almost no product across the whole
portfolio during the whole supply chain crisis. So focusing on that is really something which is important for us. At the same time, having the Sennheiser level of service and support with our technical application engineers across the globe, but also our service centers around the globe, we ensure that every product is serviced, every customer is serviced in the sense that they feel the Sennheiser quality everywhere in the world. Et est-ce que c'est facile d'aller de l'avant tout en restant fidèle à ses racines, à ce qu'ont bâti leurs pères et leurs grands-pères? I think innovation happens when the problem is big enough and people are smart enough. And we try to focus on both. So we have a lot of very, very talented people here from engineering through all the areas. But also they're being challenged constantly by real problems in the market. So that, like, one example was when Pink came to us with ideas of her acrobatic show. There was no product on the market that could be used because she had such ideas. But given that problem to a group of people creates so much innovation and so much new ideas, which we benefit from still today, although the collaboration started 10 years ago. So I think that those two essences need to be there. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de leur demander quel était leur produit Sennheiser favori. Je sais, c'est pas une question facile pour eux, mais ils m'ont donné une réponse quand même. Very difficult to say. We have so many wonderful products. I personally love the MD421 because it's nice haptics. The 441 for its aesthetic and also the sound. Yeah. I love our new products like Spectera right now. I'm extremely proud of what we're doing there, and we've just unveiled it at the IBC. The KU100 is a great product as well. And like Daniel just said, it's very much application specific. So when I'm at home doing a video conference, I enjoy the Neumann microphone and speakers doing video conferencing, but also our newest video bar. So that helps me having a good meeting, and of course the headphones, which we don't manufacture ourselves anymore, but are part of the Sonova group. They're also daily companions on traveling. So it very much depends on the application. There's not this one best product. Et forcément, je leur ai aussi demandé leur avis sur l'intelligence artificielle et sur le rôle qu'elle pourrait jouer dans le futur de Sennheiser. I think AI is something that has to be seen as a huge opportunity also for an industry which may undergo huge disruptions with that technology. And for me, it's a very good example when the first digital streaming platforms, Napster, came to life, which was an illegal sharing platform. Everyone was fighting against it, and one of the big publishing houses bought Napster because they bought into the idea of streaming it. So, and I think the same applies to AI. We have to look at the opportunities. How can we use AI to make a better experience for the end customer? So AI in our ceiling microphones will be able to detect speech from other noises, so that we can filter out all the rest. So we can adapt it to our use cases. Therefore, I wouldn't be too much afraid that you may not need microphones if you can generate any voice artificially, because I think AI can be used to generate so much more better experiences that our mindset is on how do we use AI for a benefit rather than how is it a threat. Et pour finir, je leur ai demandé comment ils voyaient la marque dans 10 ans et s'ils pensent que des technologies disruptives verront le jour. I think one of the most disruptive technologies we just unveiled last week at IBC, Spectera, which is based on broadband transmission, VMAS. That arguably is the first time since 1957, when we launched the first wireless microphone, that we're really entering a completely new technology. And that new technology platform will allow completely new applications. Now with Spectera, you have one body pack for the mic and for the in-ears. That's already a huge step forward into the right direction. And of course, we will not unveil what we have in our research labs, but we have
significant innovation also coming in the next years. We don't need to know what the customer needs are in 3 to 5 years, Yeah. because we can just easily add them through software, through a little bit of hardware, so it's really something that connects us very closer to the needs of our customers, as they don't need to switch from gear 1 to gear 2 to do something completely else. It's just almost like loading a new application onto your gear. Voilà, merci aux frères Daniel et Andreas Sennheiser de m'avoir accordé cette interview. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses sur cette marque que vous avez forcément déjà croisée à un moment ou à un autre, et qu'au travers de ces réponses, vous en savez un peu plus sur l'état d'esprit qui guide les deux frères et l'entreprise. Et je vous dis à une prochaine, hein. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est possible que je revienne avec une autre histoire très prochainement. Allez, ciao!